avec 4 présentatrices, 2 de l'UNICEF et 2 de Helen Keller International. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer avec la première intervention qui est faite par Madame Catherine Schatz, spécialiste juridique de l'UNICEF et qui porte sur l'importance et la pertinence de la révision de la norme sur les préparations de suite. Jane, we cannot hear the sound. Yoga, I'm afraid I don't know that this is how it was recorded. So I would ask participants to turn up the sound on their machines. Si vous pouvez augmenter le son, est-ce que vous entendez le son de la présentation? No. No? They can hear nothing. All right, I think then if people can just perhaps look at the slides while she, because there's nothing I can do to make the sound louder. They can hear nothing, even if it is low. Okay, then we can leave her presentation. We will not have the opening presentation. I will stop sharing my screen and okay. You can carry on without the opening presentation. Merci. Okay. Donc, nous nous excusons parce qu'il y a un problème de son. On va continuer avec la présentation. Voilà. Très bien. Donc, on va commencer par un point important. I'm sorry, Yaga, I can just tell you that Alison from UNICEF says she might be able to share it with the sound. Should we try Alison quickly putting Kathy's presentation up? Okay, Alison, can you hear us? Yes. Okay, so I'm going to stop sharing. Maybe what I can suggest, perhaps have the French version showing, but send No, we don't have a French version. It is just the recorded version of Kathy speaking. So if you have it with her recorded voice and could try and see whether with you get sound. I don't have it with the recorded voice, but I'm happy to present on her behalf. Okay, fabulous. No problem. Have you got the slides then that you can present on? No, I don't. So okay, I can also happily present. So if you give us a minute and you can present, I will just get the slides up without the recording. Ok, donc Alison de l'UNICEF va nous faire le plaisir de partager la présentation de Cathy. Malheureusement, les slides sont en anglais. I am just getting the slides up. Right, I think you have the slides, Alison, and you can just say next and I will change them for you. Great, wonderful. Thank you so much, everyone, for joining this session. And it's a great initiative that Helen Keller have spearheaded to share this really important next meeting on follow-up formula standards. And what we're going to discuss today is what is left to review, what remains important and what is relevant. Next slide. We understand the intergovernmental body body for international standards is the Codex Alimentarius Commission, and this is jointly run by WHO and FAO.
And so we have 189 member states included in the Codex, and several observer groups, 240 observer groups who play an important role. Importantly, the vast majority of these observer groups are from the private sector. Are you translating as well? Jane, is there a translation happening? No, you are only giving No, it. go ahead. Okay, would you like me to slow down so the translation can? No, there is no translation, Alison. Thank you. Okay. Right. The Codex Alimentarius has got a body of text that's developed by the Commission, and there are two mandates for these texts, the standards and the guidelines. The first mandate is very important, and it's to protect consumer health, and the second is to remove barriers to trade. So Codex promotes international harmonisation with trade and standards, and it works through the formation of committees such as the CCNFSDU and also the Committee on Food Labelling, CCFL. Next slide. Connected with the CCNFSDU and Codex is the WTO, or the World Trade Organization. And this organization is a balance between the rights and the obligations. So WTO agreements are designed to establish a balance between rights to regulate and obligations to facilitate trade. WTO members may implement measures and regulations as long as they aren't discriminatory and they are not more trade restrictive than necessary to achieve a legitimate objective such as protecting human health. Some WTO agreements require SPS or strongly encourage go back, please. Back. Yeah. Or strongly encourage TBTs, or technical barriers to trade, and the use of international standards like Codex keep these TBTs in check. Next slide. Specific trade concerns in regards to the follow-up formula are listed here as quotes on this slide. So we can see that the representative of Canada said that while supporting Thailand's specific public health objective of promoting breastfeeding, his delegation supported the concerns expressed by the US and the EU and others related to the sole use of guidance from the WHO in developing technical regulations. In this context, Canada reminded the committee that the TBT agreement strongly encouraged members to base their measures on international standards, and Canada encouraged Thailand to consider the standard of infant formula. And the next point is Australia encouraged, as a reliable supplier of high quality dairy products to Thailand, Australia encouraged Thailand to implement the measures in a trade facilitating manner. So just to add to this, that this was used when Thailand was developing its regulations on the code. And these show you examples of how countries tried to push them not to make strict regulations by quoting the WTO and trying to say to them, you shouldn't be stronger than the standards that exist. Yeah. Thank you, Jane. That's helpful. And I imagine actually that there was a lot of pressure. So in terms of follow-up formula, the state parties must take appropriate measures to ensure that all segments of society, in particular parents and children, are informed and have access to education and are supported in the use of the basic knowledge of the advantages of breastfeeding. And this is from the Convention of the Rights of the Child. And then you can see here on the left-hand side, the guidance there is a document by the
the World Health Organization, which is to do with implementing the code of ending inappropriate promotion of foods for infants and young children. And in this WHO guidance, it makes a clear reference to the WHO Resolution 69.9 and that stating that follow-up formula is a breast milk substitute. And because it meets the definition as described, which is products that function as breast milk substitutes include any milks or products that can be used to replace milk in either liquid or powdered form, including follow-up formula and growing up milks. And they are marketed for feeding of infant and young children up to the age of 36 months, and they should not be promoted. It's very clear. And then now we would like to look at the evidence. So breastfeeding declines substantially when follow-up formula is consumed by older infants and young children. The promotion of follow-up formula undermines continued breastfeeding. And despite the WHO stating that follow-up formula is not necessary, the market for these products continue to grow. The market for follow-up formula and growing up's milk is also growing in low to middle income countries, while it is declining in high income countries. And countries where stunting is high are experiencing some of the greatest market growth. Now we'd like to talk a little bit about the participation at Codex. Now, member states and observers can join committees and working groups such as the CCNFSDU and electronic working groups, informal electronic working groups on the review of the follow-up formula standard. Now, all member states have national Codex focal points responsible for engaging in Codex activities, including collecting input from stakeholders to inform national positions. But not all of the interests are represented equally. And here on the right, we can see there is a graph. So on the left-hand side, we have, what does FL... The left-hand side is the Codex Committee on Food Labelling, and the right-hand side is the Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses. And what we see here is if you look at the government participation represented in the white blocks, and then you look at the blue blocks, which show the industry and the industry NGOs, you will often see that, in fact, often the industry has a greater participation than even government colleagues at Codex. And this is of great concern. Yes. And maybe, Jane, it's probably a good moment just to remind everyone about the protocols and the conventions within the meeting. And when people request to speak, who gives priority? To the chair is obliged to give priority to the governments to speak first. And this is the one advantage that governments have in these meetings. So all member states can support the development of evidence-based Codex standards free from conflict of interest that prioritise child rights, protect breastfeeding and child health. So we have an opportunity to act now. Member states and observer organisations from all countries can speak up at Codex and make the difference. So we need to actually turn up to the meeting, and we need to speak up by requesting to speak. And this is particularly important for national governments at the CCNFSDU that's taking place on the 19th to the 25th of November and up to the 1st of December in 2021. Civil societies and NGOs who are not observers, they can identify their national Codex focal point and encourage them to engage at CCNFSDU. And how we're doing this is we can brief national governments prior so that they're understanding the key issues, particularly for public health, and submit comments outlining the public health and child rights perspective. Many national Codex representatives don't have this public health background, and they might be based in the ministries of health. So it's important to reach out to experts from UNICEF,
from Helen Keller International for support in this area of public health, particularly for children. And we can offer you support at any stage in that process. Jane, do you want to add to that presentation? No, thank you so much for stepping in at the last minute. And I'm sorry that we couldn't play Kathy's video, but Alison, as the UNICEF representative at the meeting, did a great job to remind us just how important it is that we engage at this meeting to make sure that evidence that promotes public health rather than private sector interests is represented. So thank you, Alison, for stepping in to do the introduction, and back to you, Yaga. Merci beaucoup, Alison. Donc, nous allons continuer la présentation avec un point important de l'ordre du jour sur lequel nous avons beaucoup travaillé, qui est la révision de la norme sur les préparations de suite. Quel est le statut actuel des travaux et quels sont les principaux points à discuter lors de la prochaine réunion? Les questions traitées par le CCNFSDU, notamment celles relatives à la révision de la norme sur les préparations de suite, confrontent deux secteurs. Nous avons d'un côté la santé des consommateurs et d'un autre côté, nous avons le commerce. Et le plus souvent, on assiste à un battle entre le secteur public et le secteur privé, et généralement, ce combat est en faveur du commerce. Nous allons maintenant voir le processus qui a été suivi pour la révision de la norme sur les préparations de suite. Il faut d'abord que vous sachiez que la norme présente deux parties. Nous avons une grande partie A qui porte sur les préparations de suite pour les nourrissons du deuxième âge, donc les nourrissons âgés de 6 à 12 mois. Nous avons une autre partie B qui porte sur les boissons produits pour jeunes enfants avec nutriments ajoutés ou boissons pour jeunes enfants, et c'est pour la cible 12-36 mois. Il faut savoir que ce produit-là, on n'a pas encore trouvé en tout cas une dénomination. C'est deux noms qui sont proposés et qui ont été retenus, et je vais revenir là-dessus plus tard. Chaque partie, c'est-à-dire partie A et B, comporte deux éléments. Une première partie sur les exigences essentielles en matière de composition et une deuxième partie sur le champ d'application, la description et l'étiquetage. Donc, les sujets avancent à des rythmes différents. Certains textes sont déjà terminés alors que d'autres sont en cours de discussion. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Les questions qui sont déjà discutées et traitées sont maintenues à l'étape 7. Donc, il faut savoir que pour la révision des textes, c'est 8 étapes. Donc, quand un texte est arrivé à l'étape 7, c'est que le texte est finalisé. Il reste juste la validation par la commission du Codex Alimentarius. Seules les questions qui sont non traitées restent à l'ordre du jour pour être discutées. Les questions incomplètes, quant à elles, sont traitées au cas par cas, section par section. Et actuellement, nous avons 3 questions sur le spot. Les questions renvoyées par le comité Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires, qui s'est réuni récemment au mois de septembre. Nous avons les sections restantes pour les deux parties A et B. Nous avons également la finalisation du champ d'application, de la description et de l'étiquetage des produits pour les jeunes enfants âgés de 12 à 36 mois. Et c'est notamment les questions sur la définition de cette partie et également la conversion de l'azote en protéines. Les questions incomplètes sont traitées lorsque les autres sections sont terminées, c'est-à-dire arrivent à l'étape 7. Et ce qui est probable lors de cette réunion, parce qu'il y a différents points sur lesquels le comité doit discuter. Donc, on n'espère pas que les autres questions incomplètes vont être traitées. Nous allons maintenant voir le point 2 de l'ordre du jour du CCNFSDU qui porte sur l'étiquetage du produit pour les nourrissons du deuxième âge. Et c'est plus précisément la section 9.6.5 de la norme. À titre de rappel et d'historique, le comité Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui s'est réuni en 2019 n'a pas approuvé l'utilisation du terme promotion croisée et a donc renvoyé le texte pour un nouvel examen par le CCNFSDU. Et c'est lors de la rencontre du CCNFSDU en 2019 à Düsseldorf, où j'y étais avec bon nombre d'entre vous. Et vous, si vous vous rappelez, il y a eu un débat approfondi
Et finalement, on a trouvé un compromis pour que le texte suivant soit renvoyé au comité Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui s'est réuni récemment au mois de septembre. Donc, le texte de compromis sur lequel on est tombé d'accord et qui a été soumis au CCFL est le suivant. L'étiquetage des préparations pour les nourrissons du deuxième âge ne doit pas faire référence aux préparations pour nourrissons, aux boissons / produits pour jeunes enfants avec nutriments ajoutés ou boissons pour jeunes enfants, aux préparations destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons, y compris les numéros, les textes, les déclarations ou bien les images de ces produits. Donc, le résultat est que ce texte-là, qui a été renvoyé au comité étiquetage, a été, heureusement, et ça a été une belle victoire, adopté par le CCFL. Donc, là, on avance, on ne revient plus là-dessus lors de la réunion. Une note importante, c'est qu'il faudrait lire ce texte-là, 965, en même temps que la section 964. Donc, c'est le texte qui a été initialement soumis et qui dit que le produit tel que défini dans la section doit être étiqueté de manière à éviter tout risque de confusion avec les préparations pour nourrissons, les préparations de suite pour les nourrissons du deuxième âge et les préparations destinées à des fins médicales spéciales, notamment en ce qui concerne le texte, les images, les couleurs utilisées, afin de permettre aux consommateurs de les distinguer clairement. Donc, en lisant les deux, ça permet vraiment de rendre la notion sur la promotion croisée très claire et précise. Deuxième point de l'ordre du jour qui sera traité lors de cette réunion, mais qui risque également d'être discuté au niveau du point 4 de l'ordre du jour, c'est l'étiquetage du produit pour les jeunes enfants. Là également, en guise de rappel, le CCNFSDU de 2019, donc à Düsseldorf, a eu un débat approfondi et un compromis avait été trouvé. Le texte sur l'étiquetage a été renvoyé également au CCFL pour approbation. Donc, il faut noter que tous les aspects que traite le comité sur la nutrition et qui renvoient ou qui portent sur l'étiquetage sont le plus souvent renvoyés au CCFL pour trancher. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le CCFL a approuvé les dispositions relatives à l'étiquetage des produits pour les jeunes enfants. Mais demande au CCNFSDU qui doit se réunir du 19 au 25 novembre prochain d'examiner si l'exclusion du terme produit dans la dénomination boisson pour jeunes enfants était une omission involontaire. Donc, il faudra retenir que la réunion de cette année aura pour seul but de discuter si le deuxième nom, c'est-à-dire boisson pour jeunes enfants, devrait être remplacé par boisson / produit pour jeunes enfants afin de s'aligner au premier nom qui est boisson / produit pour jeunes enfants avec nutriments ajoutés. Donc, tantôt, je vous ai dit que pour la catégorie 12-36 mois, il y a deux noms qui ont été retenus et le Codex laisse la latitude à chaque pays d'utiliser le nom qui convient. Mais il faudra faire très attention parce que beaucoup, en tout cas, de délégations n'étaient pas d'accord sur les deux noms proposés, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Et beaucoup vont essayer de réouvrir la discussion sur les deux noms proposés car ils n'aiment pas le terme nutriments ajoutés qui est perçu comme une allégation. C'est le cas des organisations de la société civile comme HKI, UNICEF, mais également la position des pays de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, la question à se poser, c'est qu'est-ce que les présidents vont autoriser? Est-ce qu'ils vont revenir sur les noms des produits, permettre de réouvrir la discussion, ou bien ils vont seulement demander à trancher par rapport à l'omission du mot produit dans la dénomination de ce type de produit-là? Il y a, outre ces deux points sur l'étiquetage que je viens de partager, des sections restantes sur les préparations de suite pour les nourrissons du deuxième âge et les boissons produits pour les jeunes enfants. Donc, c'est le point 4.1 de l'ordre du jour et qui est actuellement à l'étape 4. Donc, c'est les sections restantes qui vont être discutées lors de la réunion pour évoluer vers d'autres étapes. Donc, parmi ces sections restantes, nous avons 15 recommandations. Donc, sur cette diapositive, vous voyez les recommandations 1, recommandations 9. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est des recommandations qui ont été travaillées et formulées par le groupe de travail électronique en place. Et, grosso modo, en résumé,
HKI et UNICEF, en tout cas, soutiennent les recommandations formulées pour les points 1 à point 9. Donc, ces travaux peuvent continuer. Par contre, une attention particulière doit être apportée à la recommandation 10, qui porte sur les arômes. Pourquoi? En fait, HKI estime qu'aucun arôme ne devrait être autorisé dans ces produits, car ces produits-là remplacent la partie liquide du régime alimentaire des enfants et sont considérés comme des substituts du lait maternel et non comme des aliments de complément. Par ailleurs, les arômes peuvent contribuer au développement de préférences pour le goût sucré, ce qui n'est pas recommandé et peut avoir un impact négatif sur les choix alimentaires, mais également les résultats en matière de santé tout au long de la vie de l'enfant et à l'âge adulte, avec l'apparition des maladies non transmissibles comme le surpoids, l'obésité et le diabète. Donc, retenez que ce point-là est un point critique qui va être discuté lors de la prochaine rencontre et une attention particulière est demandée au pays. Il faudra vraiment prendre le micro pour donner de la voix et partager la position sur le fait que ces arômes ne doivent pas être ajoutés à ces produits. Pour la première partie, c'est-à-dire les nourrissons du deuxième âge, ce n'est pas grave, c'est moins grave. Mais en tout cas, pour les nourrissons âgés de 12 à 36 mois, c'est sûr que les pays comme l'Union européenne, les États-Unis vont essayer de pousser pour que les arômes soient au moins introduits dans ce type de produits-là. À l'image des recommandations 1 à 9, les recommandations 11 à 15 également portant sur les points suivants sont adoptées et appuyées, soutenues par HKI et l'UNICEF. Donc, il faut retenir, pour résumer à ces sections restantes, que parmi les 15 recommandations, seule la recommandation 10 pose problème et ne doit pas être approuvée, acceptée par le Codex. Également, un autre point qui sera discuté lors de cette rencontre, c'est le projet de champ d'application, description et étiquetage pour les produits pour jeunes enfants. Donc, plus précisément, le point 4.2 de l'ordre du jour qui est à l'étape 7 et qui porte sur la définition et la conversion de l'azote en protéines. On ne va pas rentrer dans les détails pour ce point-là, mais il faut juste retenir que HKI, UNICEF, à l'image également des autres pays de l'Afrique de l'Ouest, comme le Sénégal, le Mali, le Burkina, etc., sont d'accord avec le facteur de conversion proposé qui est de 6,25 pour une prise en compte dans la norme élaborée pour cette cible d'âge. Un autre point critique, donc, qui mérite une attention particulière, c'est la définition des produits pour les jeunes enfants âgés de 12 à 36 mois. Le texte actuel est le suivant: boisson/produit pour jeunes enfants avec nutriments ajoutés ou boisson pour jeunes enfants signifie un produit fabriqué pour être utilisé comme élément liquide du régime alimentaire diversifié des jeunes enfants, entre crochets, qui peut contribuer à répondre aux besoins nutritionnels des jeunes enfants. Et on avait ajouté, c'est un texte de compromis, on a ajouté comme note de bas de page que dans certains pays, ces produits sont réglementés comme des substituts du lait maternel. Seul le texte entre crochets est ouvert à discussion lors de la rencontre prochaine du 19 au 25. Les États-Unis proposeront un nouveau texte pour la définition, car ils ne pensent pas que ce texte-là soit suffisamment descriptif pour caractériser la nature fondamentale du produit. Donc, notre point de vue et les justifications apportées sont les suivants. À notre avis, le texte entre crochets doit être supprimé. Pourquoi? Premièrement, il répond aux exigences du manuel de procédure du Codex, qui couvre les exigences les différentes parties du texte. Deuxièmement, l'Assemblée mondiale de la santé a déclaré que ces produits sont inutiles et donc le texte entre crochets donne l'impression qu'ils ont un rôle important à jouer dans l'alimentation des jeunes enfants, ce qui est totalement faux. Une autre raison, c'est que le fait de rendre obligatoire l'inclusion de certains nutriments ou bien de spécifier des niveaux dans la composition de ces produits est déjà indiqué dans les exigences de composition et donc ne doivent pas apparaître dans la définition du produit parce que cela ne va pas signifier que ces produits offrent des avantages particuliers. Un précédent a été déjà établi avec la définition de la partie A, donc les préparations de sucre destinées aux nourrissons du deuxième âge, 6-12 mois, qui sont définis comme étant des produits
fabriqués pour être utilisés comme substitut du lait maternel, comme partie liquide d'un régime alimentaire pour les nourrissons du deuxième âge, lorsque l'on introduit une alimentation complémentaire progressivement diversifiée. Donc, à notre avis, la partie A et la partie B doivent être alignées et cohérentes. Autre raison avancée, le fait de rendre obligatoire l'inclusion de certains nutriments ou bien de spécifier les niveaux de certains nutriments ne rend pas les produits nécessaires. Les États membres ont convenu qu'ils ne sont pas nécessaires, quelle que soit leur composition. Par ailleurs, les avantages qu'offrent ces produits par rapport à la continuité de l'aliment maternel n'ont pas été démontrés, alors que les avantages sur la poursuite de l'allaitement sont avérés. Il existe également des preuves que ces produits remplacent les maternelles, ce qui est contraire à ce qui est convenu pour ce texte-là. Également, d'autres ingrédients facultatifs peuvent être ajoutés, ce qui pourrait modifier le profil général de ces produits et rendre le texte entre crochets faux, mais également trompeur. Autre raison, il faudrait noter que toute contribution de ces produits au régime alimentaire des jeunes enfants ne s'applique pas de la même manière dans tous les pays. Donc, c'est la raison pour laquelle le texte, la note de bas de page a été ajoutée. Les produits peuvent interférer également avec la poursuite de l'aliment maternel et il existe des préoccupations concernant certains des ingrédients et le fait qu'ils sont ultra transformés. Mais également, le texte entre crochets ne relève pas du mandat du Codex. Le Codex ne devrait pas établir un principe universel quant aux besoins nutritionnels des jeunes enfants. Cela relève de la responsabilité des États membres. Et c'est la raison pour laquelle, lors de la réunion de 2019, il a été demandé d'ajouter la note de bas de page parce que dans certains pays comme les nôtres, ces produits sont réglementés comme des substituts du lait maternel. Dernière raison avancée, la demande d'inclure dans le texte ces produits fonctionnent comme des substituts de lait maternel a été refusée par la présidence du Codex, soi-disant que ce n'était pas le cas dans tous les pays. Donc, l'idéal, c'était d'avoir cette note de bas de page inclue dans le texte de la définition. Malheureusement, nous n'avons pas pu gagner cette bataille, donc on a été soumis à, en tout cas, fait face à un compromis pour que cette note-là soit ajoutée en note de bas de page. Donc, pour trouver un consensus, exactement, il a été décidé que le Codex va rester silencieux sur la question de savoir si le produit devait ou non être défini comme un substitut de lait maternel. À notre avis, le même principe doit être appliqué ici, c'est-à-dire la définition doit rester muette sur le fait que ce produit peut ou non contribuer aux besoins nutritionnels des jeunes enfants. C'est donc pour dire que voici sur l'écran affiché le texte que nous voudrions qu'il soit adopté afin de protéger, promouvoir et soutenir l'allaitement maternel. Donc, je vais lire le texte, c'est boisson / produit pour jeunes enfants avec nutriments ajoutés ou boisson pour jeunes enfants signifie un produit fabriqué pour être utilisé comme élément liquide du régime alimentaire diversifié des jeunes enfants. Et en note de bas de page, dans certains pays, ces produits sont réglementés comme des substituts de lait maternel. Donc, c'est pour dire que HKI, UNICEF et les pays de l'Afrique de l'Ouest sont pour que la phrase entre crochets soit supprimée de la proposition de définition. Donc, deux autres points de l'ordre du jour qui ne vont pas être discutés, donc c'est juste à titre d'information, c'est le point 4.3 qui porte sur le champ d'application, la description, l'étiquetage pour les nourrissons du deuxième âge. Ce point est complété et maintenu à l'étape 7 jusqu'à ce que tous les autres points du texte soient également, arrivent à cette étape 7 et soient donc complétés. C'est la même chose pour le point 4.4 qui porte sur les exigences essentielles en matière de composition des préparations de suite pour les nourrissons du deuxième âge et des boissons produits pour jeunes enfants avec nutriments ajoutés ou des boissons pour jeunes enfants. Donc voilà, telle est l'économie de la révision, en tout cas des points et des sujets brûlants de la révision de la norme sur les préparations de suite. Il y a d'autres points pertinents de l'ordre du jour qui vont être traités. Je vais passer la parole à d'autres collègues, notamment Alison, donc de l'UNICEF, qui avait pris la parole tout à l'heure, pour partager les mises à jour de la ligne directrice du Codex sur les ATPE. Alison, the floor is yours.
Give me a minute. So now I'd like to share with you an update about some other work that the CCNFSDU will discuss, which is on the Codex guideline for ready-to-use therapeutic food. We've been working on this guideline for 6 years. We had a break in between 2019. There was no meeting at 2020, and so now we have come up to step 6, and we are hoping to finalise this important guideline for children. There are 3 areas to discuss within the next meeting. The essential fatty acid levels in this product, the magnesium levels, and lastly, the text at the beginning of the document called the preamble. Within the discussion about the essential fatty acids, UNICEF commissioned an evidence review to look at the omega-3 and omega-6 fatty acids in the product, because there is some new evidence to demonstrate that perhaps the original formulation, the composition within the joint statement may need to be adjusted. The review that was commissioned came to the conclusion that in fact the linoleic acid, or the omega-6 fatty acids, should be at new levels of 2.5 to 7.2% of total energy. And this is a change from the current specification, which is 3.3 to 10% of N6. And the other recommendation is that the alpha-linolenic acid, or omega-3 fatty acids, should be set at 1 to 2.5% of total fat, of total energy. And this is a change from the current spec, which is currently at 0.3 to 2.5. So the changes that are recommended are 2. First of all, it's to decrease the omega-6 very slightly by less than 3%. And secondly, it's to increase the omega-3 minimum very slightly by about 2%. Next slide. Now, in a very recent trial, there's been the evidence review that was commissioned by UNICEF included some small trials, one from Malawi and another one from Uganda, and this showed basically that we think that the current formula needs to be adjusted. Very recently, there's been another new trial that has shown that supplementing with pre-formed DHA, not just omega-3, has in fact a very beneficial effect on children's cognition. In fact, the paper links it to increases in IQ. So one of the things that the committee will discuss is whether this will add cost to the product. And UNICEF has looked into a little bit of the cost changes. So we have 2 suggested changes. First, it's not adding preformed DHA, but just looking at what it would cost to change the omega-3 and omega-6 to the recommended doses. And we have a median cost per sachet of 2 cents increase. 1 cent average cost increase of 2 cents, and the median is 1 cent, just to change the oil. Now, in most cases, what the manufacturers would do is that they would reduce the amount of peanuts that are added, because peanuts contain a lot of omega-6. So they would use high oleic peanuts rather than other peanuts. And then they would probably also use canola oil, or a mixture, or maybe canola or soy oil. Now, in some countries, they don't have the high oleic
peanuts, and so they would have to use locally sourced perilla oil or linseed oil in order to improve the omega-3 content of the product. Now, the second option, to amend the formulation to increase the chances of children being able to have the important DHA, is to add fish oil to the product. And this is based on that new study. So how much will that cost? The calculations for the cost would be around about the same as changing the oil. So here we have the average cost would be 2 cents per sachet, or a median of 2 cents. If we are to adjust the preformed DHA to the infant formula standard, then it would cost more. So we have two different options within that that strategy. Next slide. So the other piece of work is looking at the magnesium level. And there has been some ongoing discussion in the informal discussion group, and I welcome you to have a look. There's a link is there to see some of the comments that were written by observers and also by member states. Now, UNICEF does not really believe that we need to change the magnesium because we don't think the evidence is strong enough. Now, one last comment just to make is that UNICEF, we've been working quite closely with WHO on the topic of essential fatty acids. And indeed, they have used the review that we have commissioned, and they have gone and requested for another technical review of evidence, which I think is great. And they will be including in that review the new trial. So we're hoping that WHO will also be able to support the decision-making by sharing their views on the levels of essential fatty acids. And we look forward to hearing from them at the meeting. In addition to that work, they have also been looking at the levels of iron in the product, which we understand is like a new development, and we haven't really discussed that in detail within the meeting. So we will hopefully hear more from WHO on that point as well in the meeting. And that's all I have to share today. Thank you. Thank you for your time. Thank you, Alison. Donc, nous allons maintenant passer à un autre point de l'ordre du jour qui porte sur les principes généraux pour l'établissement des valeurs nutritionnelles de référence, donc les VNR, pour les personnes âgées de 6 à 36 mois. Et cette présentation va être partagée par Madame Alissa Price, qui est conseillère principale en recherche chez Helen Keller International. Alissa, if you are ready, the floor is yours. Merci, Yaga. Hello to everyone. So I'm going to walk through the topic of NRVs as they will be discussed at CCNFSDU 42. But I wanted to begin with a bit of background for everyone. NRV stands for Nutrient Reference Values, which Codex defines as a set of numerical values that are based on scientific data for purposes of nutrition labeling and relevant claims. These values state the nutrient intake considered adequate to meet the nutritional needs of a population. Codex further breaks NRVs into two categories. We have NRVs R, or requirement, which are values that are needed to meet the nutritional requirements of a population. Whereas we have NRV NCDs, or non-communicable disease, which are values set as a limit for nutrients associated with a risk of diet-related NCDs. And you can see on the right how some of these NRVs translate into labeling practices with the percent daily value, for example. CCNFSDU began working to derive NRVs in 2007, beginning work first on establishing these for the general population, and now they're moving on to those for older infants and young children. The NRVs to be established for this younger age group will include the 23 vitamins and minerals, and also protein. There was a request for scientific advice for NRV derivation,
which resulted in a scientific report that has been reviewed by the chairs. And they have now drafted general principles for establishing NRVs for older infants and young children. And these are now being ready for review by the committee at the next CCNFSDU meeting. Next slide, please, Yaga. And the chairs have made 5 recommendations alongside the drafted general principles, which are up for discussion. And I'm going to walk through each of these. First, based on the scientific report that I mentioned, the chairs have recommended using a 3-category hierarchy of methods to derive NRVs. The highest level of method is to use physiological evidence for the target age group. So this would include estimating nutrient intake based on the maintenance of a healthy biomarker or the absence of deficiency disease. The next level down is the extrapolation of NRVs from dietary intake reference values of adults or young infants. And the final level is to estimate nutrient intake from diets of healthy older infants and young children. HKI feels that this 3-category ranking approach would allow for derivation of NRVs using evidence-based and rigorous methods. Next slide, please, Yaga. The next recommendation up for discussion is to retain the drafted general principles as a separate annex for the guidelines for nutrition labeling, rather than incorporating them into an already existing Annex 1 of those guidelines. This already existing Annex 1 details the general principles for establishing nutrient reference values for the general population. So the rationale for keeping it as a separate text is that developing a second annex to the guidelines on nutrition labeling will prevent confusion with those general principles for the general population. And instead will highlight details specific to persons aged 6 to 36 months. And so we support this recommendation. Next slide, please. For the third recommendation, the committee has agreed to establish up to 3 sets of NRVs-R for persons aged 6 to 36 months. This would include 1 set for older infants 6 to 11 months, 1 set for young children 12 to 36 months, and a combined NRV for products where the age range overlaps these 2. This recommendation has been made to avoid consumer confusion when reviewing labels. Given that this is a labeling issue, the chairs are referring the question of what criteria to choose when determining which set could go on a product label to CCFL. Now, while this approach is needed to avoid consumer confusion, care needs to be taken in order to determine any combined NRVs. For many nutrients, including things such as iron, NRVs will differ based on a child's age. And so a combined NRV needs to optimize the health and safety of both older infants and young children. While the labeling component should be referred to CCFL, our position is that the methods for how to derive a combination NRV needs detailed discussion within CCNFSDU, and the methods for how this should be done need to be noted in the general principles. Next slide, please. The fourth recommendation is regarding the purpose of the NRVs-R for persons 6 to 36 months of age. Though the NRVs are being established for labeling, the chairs recommend the NRVs also be used as a reference for micronutrient composition in the guidelines on formulated complementary foods. These guidelines already have a reference table of intake nutrient levels to guide composition. And given there's no scientific reason for there to be different nutrient reference values to guide labeling versus composition, and that the 2 different sets could cause confusion, this recommendation was supported by the majority of the electronic working group and is a logical approach that we support. And the final slide, please, Yaga. Finally, several additional issues arose during the electronic working group consultation process for these general principles that have been drafted. First, the committee has been asked to consider whether sodium should be included in the list of NRVs-R, and if so, whether this should be an NRV-R or also an NRV-NCD. Given that elevated salt or sodium intake early in life has been shown to correlate with an increased risk of NCDs later in life,
Sodium is a nutrient of public health concern, and so we feel that it should be included in the general principles and the NRVs derived, and that specifically an establishment of an NRV NCD would be most appropriate. And finally, the electronic working group consultation indicated that aside from use in the composition reference table in the guidelines on formulated complementary foods, the NRVs should be limited to labeling purposes only, rather than serving as a reference criteria for other FSDU Thank Codex you so much, Alissa, for sharing this point about NRVs. Nous allons maintenant continuer la présentation avec quelques astuces et conseils pour assister au Codex virtuel. Donc, comme nous le savons tous, l'année dernière, il n'y a pas eu de réunion du CCNFSDU à cause de la pandémie. Donc, la dernière réunion, c'était en 2019 et elle était physique. Donc, ce format virtuel est quelque chose de nouveau pour nous tous. Donc, on va partager quelques astuces et conseils pour pouvoir assister, optimiser en tout cas notre participation à cette réunion. Donc, premier point, c'est la préparation. Il faut avoir une bonne préparation. D'abord, connaître la position nationale. Est-ce qu'on participe au CCNFSDU en tant que point focal, en tant qu'organisation de la société civile ou bien en tant que chef de délégation? Savoir sur quel point exactement nous voulons intervenir, mais également avoir toute la documentation pertinente imprimée et sous les yeux. Donc, lors de la réunion de 2019, le Codex avait imprimé tous les documents de consultation et avait mis ça à la disposition des différents participants. La réunion étant en ligne cette année, c'est à nous-mêmes d'aller dans le site du Codex, d'imprimer les documents dont nous aurons besoin et qui vont être discutés lors de la réunion et de les avoir sous les yeux pour que les interventions aillent vite. Deuxième point important, c'est de s'assurer de la fonctionnalité du micro, mais également de votre caméra. Parce qu'il va vous être demandé d'allumer la caméra lorsque vous allez faire une intervention. Quand vous vous inscrivez également pour accéder à la plateforme de la réunion en ligne, il faut vous renommer. Parce que souvent, le nom que vous mettez n'est pas celui qui va apparaître. Maintenant, pour vous renommer, il y a deux options. La première, c'est vous mettez le nom de votre pays, tirez votre prénom et votre nom. Par exemple, je mets Sénégal, tirez Deyagassi. Mais si vous êtes chef de délégation, il est important de le préciser de la manière suivante. Vous mettez le pays, vous mettez en parenthèse HD pour Head of Delegation, donc chef de délégation. Vous mettez ensuite votre prénom et votre nom. Pourquoi il est important de préciser que vous êtes le chef de la délégation? Parce que seuls les chefs de délégation vont être autorisés à lever la main. Maintenant, une fois que la main est donnée au chef de délégation, le chef de délégation peut informer le président qu'il donne la parole à un autre membre de la délégation pour faire son intervention. Lors de l'intervention, il faut allumer votre caméra pour aider les traducteurs. Donc, il y aura la traduction en anglais, en français, en espagnol, etc. Et couper le son à l'appel du président. Ensuite, étant donné que c'est une réunion virtuelle, donc ça a des réunions beaucoup plus courtes qui ne vont pas durer toute la journée comme les réunions physiques, mais juste 3 heures de temps, les présidents vont demander des interventions claires, précises, mais également vont essayer de limiter les interventions par délégation. Alors, c'est vraiment important de savoir sur quel point vous voulez vous prononcer et prioriser vos interventions. Les interventions ne dureront que 2 minutes et le compte à rebours va être enclenché. Donc, il faudra indiquer précisément et clairement les changements de formulation que vous proposez. Donc, lorsque vous les formulez, il faudra les lire attentivement, clairement et lentement pour que le texte qui figure sur l'écran soit le texte que vous avez formulé. Si tel n'est pas le cas, il faudra prendre le micro et demander à ce que le texte soit formulé, écrit et affiché tel que vous l'avez prononcé. Il peut y arriver que nous ferons face à des problèmes techniques lors d'une intervention. Comme nous le savons dans nos pays, nous avons souvent des problèmes d'électricité, mais également de connexion. Si vous avez des problèmes, par exemple, de connexion, dont vous ne pourrez pas être entendu, les présidents peuvent vous demander de soumettre votre proposition dans la boîte de dialogue. Il faut donc préparer en amont votre intervention parce qu'il faudra aller vite et partager la présentation dans la boîte de dialogue. Cette boîte de dialogue, elle est dédiée uniquement aux interventions qui sont autorisées par le président, c'est-à-dire
Lorsque le président demande à une délégation de partager un texte proposé, c'est là où vous allez utiliser la boîte de dialogue. Mais les interventions ne doivent pas être écrites dans la boîte de dialogue. Seules les interventions orales vont être prises en compte. Donc, quand vous voulez intervenir et donner votre position, il faut prendre le micro et donner de la voix et dire ce que vous voulez partager. Mais si vous écrivez dans la boîte de dialogue, ce ne sera pas considéré, à moins que le président vous le demande. Il y a également la fonctionnalité de la messagerie privée qui sera activée et c'est une bonne option pour échanger avec d'autres délégations. Quand c'est les réunions physiques, on a l'opportunité des pauses café, des pauses santé pour vraiment discuter en délégation, uniformiser nos positions. Mais comme c'est une réunion virtuelle, nous pourrons seulement utiliser les boîtes de dialogue, l'option messagerie privée pour, par exemple, discuter avec le Mali, le Sénégal, le Burkina, etc. Le silence est un accord. Donc, le président peut demander à ce que les délégations gardent le silence si elles sont d'accord avec le texte qui est affiché à l'écran. Donc, c'est une manière de gagner du temps et de passer à un autre point. Il y aura également les conférences room documents. Donc, ça, c'est les documents de consultation. Je pense que vous avez l'habitude de travailler avec ces conférences room documents. Le délai final qui va être probablement fixé à minuit, donc heure de l'Afrique centrale, GMT+2, le premier jour de la réunion. Mais vous pouvez soumettre vos propositions dès maintenant si vous êtes appelé à le faire. Si votre pays, en tout cas, ne prévoit pas d'assister à la réunion du 19 au 25 et également le 1er décembre pour l'adoption du rapport, il est important que vous soumettiez en amont un CRD pour que votre position soit considérée. Donc, ce qui vous est demandé, c'est une fois que vous allez formuler un CRD et que vous l'envoyez au Codex, pour un meilleur suivi et une considération de votre CRD, on vous demande et vous prie de nous l'indiquer. Donc, quand je dis nous, c'est HKI, UNICEF, etc., pour qu'on puisse faire le suivi et être sûr que votre CRD sera prise en compte. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous concernant les astuces et conseils pour optimiser notre participation. Nous allons marquer une pause de 10 à 15 minutes pour adresser vos questions, échanger, discuter avant de passer sur les prochaines étapes de la présentation. Donc, merci beaucoup. La parole est à qui veut la prendre. Vous pouvez également utiliser la boîte de dialogue pour pouvoir adresser vos questions. Merci. OK. Est-ce que vous avez des questions? Allô, vous m'entendez? Yaga, I also think a lot of people sometimes need to digest everything that we are saying. And so questions might also come later. OK. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais poursuivre. Vous pourrez de toutes les façons nous les envoyer par email. Voilà. Donc, quelles sont les prochaines étapes pour la participation au CCNFSDU? Donc, nous tenons à réitérer en tout cas notre engagement pour appuyer et notre disponibilité également pour appuyer tous les pays qui en auront besoin pour, pendant, avant et après la réunion. Parce que le codex est très technique, il y a beaucoup de sujets de discussion, le suivi n'est pas tout le temps évident. Donc, vraiment, HKI et UNICEF sont disposés à vous appuyer si vous en avez besoin. Également, comme d'habitude, nous allons créer 2 groupes WhatsApp. Donc, un en anglais, un en français. Donc, ce groupe WhatsApp nous permet de communiquer entre nous, de partager les différentes positions et vraiment d'uniformiser nos positions en tant que membres de la société civile ou bien en tant qu'État membre. Donc, vous pourrez nous écrire directement sur WhatsApp
sur le numéro qui est indiqué ou bien nous envoyer un email à tout moment avant la réunion, donc en préparation ou bien pendant la réunion. Vous pouvez également, comme je l'ai dit tantôt, utiliser la fonction de la messagerie privée dans Zoom qui sera activée et une fois que les questions seront adressées, je me ferai l'honneur et le plaisir de coordonner avec les experts et les collègues pour adresser votre préoccupation et vous apporter les directives nécessaires. Donc, telle est l'économie de la présentation que les collègues de UNICEF et HKI voulaient partager avec vous en préparation de ce webinaire. Donc, vous exhortez encore une fois à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir participer à la réunion du Codex qui se tiendra du 19 au 25 novembre prochain et également le 1er décembre pour l'adoption du rapport final. Donc, ces réunions vont durer toute la semaine et vont prendre 3 heures de votre temps. Donc, il faut prendre toutes les dispositions en commençant par votre inscription, si ce n'est pas déjà fait, à travers les points focaux Codex. Ensuite de cela, imprimer toute la documentation qui est nécessaire pour pouvoir participer à ces rencontres, mais également essayer de trouver une connexion stable qui va vous permettre de prendre part à cette importante rencontre. Nous allons, à la suite de ce webinaire-là, partager la présentation qui vient d'être faite, mais également partager l'enregistrement de cette présentation-là, parce que je rappelle que pour ceux qui nous ont rejoints en cours, que le webinaire est enregistré. Nous allons également partager un autre document où sont résumés tous les commentaires, toutes les positions de HKI depuis le début du Codex, le CCNFSDU 2019 jusqu'à maintenant. Donc, comme ça, vous aurez un résumé avec vous de toutes les positions qui sont partagées et ça peut vous servir comme guide lorsque vous voulez élaborer, partager les différentes positions. Donc, je vous remercie vraiment de votre participation à ce webinaire-là et vous exhorte à partager cette présentation avec les collègues au niveau des ministères, au niveau de votre organisation. On se donne rendez-vous à bientôt et encore n'hésitez pas si vous avez besoin de quelques informations ou bien de tout appui technique de nous contacter par email ou bien sur WhatsApp. Merci beaucoup et bonne journée. À bientôt.